L'hystérie collective, encore appelée perte de connaissance collective, tel est le thème d'aujourd'hui. Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr Nkurama, Damega Jean-Claude, je suis médecin psychiatre addictologue. Aujourd'hui, j'aborde ce sujet car nous sommes à la rentrée scolaire et nous avons l'habitude d'assister dans nos établissements scolaires, surtout les collèges et les lycées et une partie de l'université, en début d'année scolaire et académique, la survenue des crises collectives touchant plusieurs filles ou plusieurs personnes à la fois. Pourquoi parler de ces crises collectives? Parce que la majorité des parents font allusion à des attaques spirituelles, à des contrats de mariage avec des esprits, et ce qui les amène à une errance thérapeutique, alors que le problème n'est pas à ce niveau. Vous savez, personne ne fait une crise au hasard. Je prends un exemple. Lorsque nous sommes face à une difficulté, lorsque nous sommes face à une souffrance, nous réagissons différemment. Il y a plusieurs groupes de personnes. Je prends un premier groupe de personnes face à une difficulté. Ce groupe, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la politique de l'autruche, c'est-à-dire qu'ils mettent la tête en bas et ils laissent leur grande partie qui est dehors. C'est-à-dire qu'ils font comme si ils ne voient pas le problème. Ils détournent leur regard sur le problème. Il y a un groupe de personnes face au problème, ils font demi-tour. C'est-à-dire que au lieu d'affronter le problème, eux, ils font demi-tour. Un autre groupe, eux, ils affrontent le problème et ils résolvent le problème, ce qui permet d'avancer. Donc, celui qui fait demi-tour, lui, n'avance pas, mais celui qui affronte le problème, lui, il avance. Mais il y a un autre groupe de personnes, malheureusement, eux, qu'ils affrontent ou qu'ils fassent demi-tour ou qu'ils ferment les yeux, ils manifestent ce problème par le corps. C'est dans cette catégorie de personnes surviennent les crises collectives. Ce sont des enfants ou des personnes qui ont été fragilisées par une histoire de vie ou par beaucoup de facteurs. Et ces personnes, comme elles manifestent leur souffrance ou leur peur ou leur difficulté par le corps, c'est le corps qui réagit, qui parle d'abord. Et c'est en ce temps que surviennent ces crises qui se manifestent à travers le corps. Vous qui avez eu la chance de voir ces personnes faire des crises, vous allez vous rendre compte comment le corps est mis en avance. C'est pour cela qu'on parle parfois d'état de transe ou de possession. C'est le corps qui parle, c'est le corps qui réagit. Et cet état de transe et de possession se manifeste parfois comme si la personne est en train d'avoir d'actes sexuels. Et c'est pour ça que la tradition ou l'interprétation culturelle amène à dire qu'il s'agit d'une attaque spirituelle, d'un contrat de mariage entre ces filles et les esprits. Malheureusement, majoritairement, ces crises se réalisent chez les filles. Donc c'est aussi un facteur de fragilité. Parce que les femmes sont émotives, expriment facilement leurs émotions. Et ça devient un facteur de fragilité. Nous allons voir les autres facteurs de fragilité qui amènent les personnes à faire les crises collectives. Et ça, là, n'a rien à voir avec les attaques spirituelles. Prenons une perte parentale précoce. C'est quoi une perte parentale précoce? Un enfant qui a perdu très tôt un des parents ou les deux. Que ce soit accidentellement ou tragique, en tout cas, cet enfant a perdu au moins un des parents. Le père, la mère, de façon accidentelle ou mort subite, quel que soit le type de perte parentale. Et c'est un facteur de fragilité. Deuxième facteur de fragilité, ce sont les maltraitances subies. Et quand je parle de maltraitance, c'est sur toutes ses formes.
C'est-à-dire, il y a les maltraitances physiques, il y a les maltraitances psychologiques, les harcèlements, les maltraitances sexuelles aussi, les attouchements, les viols. Donc, un enfant qui subit toutes ces maltraitances se fragilise au fur et à mesure. Et plus les facteurs s'accumulent, plus la fragilité s'augmente. Un autre facteur qui prédispose à faire les crises collectives, c'est le vécu, notre vécu. Comme j'ai dit souvent, nous ne sommes pas malades des événements qui nous arrivent, nous sommes malades de ce que nous faisons de ces événements. Donc, il y a une catégorie de personnes, lorsque une situation se produit, lorsqu'il y a un événement, ces personnes vivent que le côté négatif de l'événement. Donc, vous êtes d'accord avec moi que un enfant qui a perdu un parent précocement ou qui a subi des maltraitances et qui vit les choses négativement, qu'est-ce qui va se passer? Il va vivre tout ce qu'il a vécu de façon négative. Même quand on le prive de quelque chose dans le cadre de l'éducation, cet enfant va vivre cela comme si on le maltraitait, comme si on ne l'aimait pas. Et cela le fragilise. Quand on lui demande de faire un travail, il a l'impression que c'est parce qu'on ne l'aime pas qu'on lui demande tout le temps, oui, c'est à moi de faire ci, c'est à moi de faire ça. Et c'est un facteur de fragilité. C'est pour cela que nous devons apprendre nos enfants à vivre les choses de façon positive, quelles que soient les circonstances. Tous les événements sont neutres. Il n'y a pas un événement heureux ni un événement malheureux. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire. Les gens pensent qu'il y a des événements qui sont dits heureux et il y a des événements qui sont dits malheureux. Malheureusement, non. Tous les événements sont neutres. Ce sont nos idées que nous associons à ces événements qui colorent ou qui définissent l'événement. Prenons l'exemple. Nous disons la naissance d'un enfant, c'est un événement heureux. C'est nous qui le disons parce que nous associons à cette naissance des idées positives qui nous transforment cet événement en un événement heureux. Mais ce n'est pas le cas de Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ dit que nous devons pleurer les hommes à leur naissance qu'à leur mort. Parce que pour lui, quand on met au monde un enfant, il vient dans un monde corrompu, de pécheurs, de maltraitance, de violeurs, de prédateurs, de manipulateurs, de difficultés. Et on devait le pleurer. Donc, si c'est le cas, vous voyez que si vous associez ces idées à la naissance d'un enfant, vous n'allez pas prendre cet événement comme un événement heureux. Donc, j'ai pris cet exemple pour que vous compreniez. Prenons aussi l'exemple de la mort, où nous pensons que la mort est un événement malheureux. Non. Quand quelqu'un meurt, vous avez 3 groupes de réactions. Première réaction, il y en a, c'est ceux qui sont tristes, ils pleurent. Pourquoi ils sont tristes, ils pleurent? Parce qu'ils ont associé des choses négatives à cette mort. Deuxième groupe, ils sont neutres. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Donc, ils sont là. Ils savent que tôt ou tôt, comme le dit Boukari, on va mourir. Troisième groupe, il y en a qui sont heureux, contents, parce qu'ils ont associé des idées positives à cette mort. Et enfin, je vais pouvoir être libre. Je perds un père ou un parent et j'associe les idées. Et enfin, je vais pouvoir être libre. Je vais pouvoir sortir comme je veux. Vous comprenez que cette personne va être heureuse malgré que ce soit la mort. Donc, à partir de maintenant, arrêtons de penser qu'il y a des événements heureux et des événements malheureux. Tous les événements sont neutres. Associons à ces événements des pensées et des idées positives pour que nous puissions être heureux. Je ne peux pas faire tous les facteurs. J'ai pris seulement quelques exemples pour nous amener à comprendre pourquoi certaines personnes font des crises, perdent des connaissances. Il y a d'autres facteurs. Mais un des facteurs les plus importants, c'est aussi une maladie mentale. La maladie mentale peut amener des gens à faire ces crises. Il s'agit de ce qu'on appelle communément la maladie de la colère et de la tristesse.
que nous appelons dans notre jargon trouble de l'humeur ou trouble bipolaire. Cette maladie fragilise les personnes, multiplie le vécu des émotions. C'est-à-dire que ça rend ces personnes à être très sensibles aux choses, aux événements. Ça multiplie par un facteur qui dépasse un. Si par exemple, il y a un événement et que nous, la majorité des hommes devaient vivre cet événement, supposons, de façon neutre, mais chez ces personnes, elles vont le vivre de façon multipliée. Et si c'est la douleur est multipliée par un facteur qui dépasse un. Et si c'est la tristesse, c'est multiplié aussi. Si c'est la joie, c'est multiplié. Et ça fait que ces personnes deviennent fragiles et sensibles. Très, très, très sensibles. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas voir quelqu'un souffrir à côté sans les aider. Ils doivent faire tout pour pouvoir les aider. Parce que c'est comme si ces personnes souffraient à la place des personnes qui souffrent. Donc c'est un facteur très important. C'est pour cela, nous invitons tous ceux qui vont vivre ces événements de crise ou de perte de connaissance collective, qu'on soit parents, qu'on soit enseignants, proviseurs, censeurs, professeurs. La première réaction, c'est de les amener petit à petit vers les soins de santé. Les professionnels de santé. Parce que à ce niveau, la prise en charge, elle est progressive et pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ça fait appel à plusieurs personnes. Les psychiatres, les psychologues, la famille, les éducateurs, petit à petit. Et c'est une prise en charge qui prend du temps. Ce n'est pas que quand on vient et en même temps à l'hôpital, on doit traiter et ça va partir. Et c'est l'erreur aussi que certains parents commettent. Quand ils amènent leurs enfants, moi je suis à Cara, je reçois pratiquement au moins 1-2 par semaine. Et quand on amène les enfants font les crises, on les stabilise un peu. Et après un temps, la crise revient et c'est fini. Ils pensent que non, il y a un échec au niveau de l'hôpital. Non, il faut que vous compreniez, c'est une maladie qui dure dans le temps. Et sa prise en charge aussi dure dans le temps. Et c'est pour cela que nous vous demandons d'être passif, d'attendre. Et c'est pour ça d'être patient. Donc, la prise en charge de ces maladies aussi réside dans le changement de comportement, dans le changement de sa façon de voir les choses. Et c'est important. Donc on fait ce qu'on appelle la psychoéducation. L'éducation du malade par rapport à sa maladie, par rapport à son traitement, par rapport à l'évolution de sa maladie, les complications qui peuvent survenir, les implications qui interviennent durant cette maladie. Et c'est pour cela qu'on donne des rendez-vous. Les gens pensent que quand je vais, on me consulte, on me prescrit les médicaments, je rentre et puis c'est fini. Quand je vais finir de prendre les boîtes et puis c'est fini, tout va rentrer dans l'ordre. Non. On vous donne le rendez-vous, c'est pour cela. Parce que le premier jour, le temps n'est pas suffisant pour qu'on vous fasse l'éducation de votre maladie. Même si le temps était suffisant, beaucoup d'informations en une seule prise, en une seule fois, s'avèrent inefficaces. C'est pour ça qu'on donne les informations au fur et à mesure, petit à petit, petit à petit. Donc, de façon résumée, synthétique, les crises hystériques collectives ou les pertes de connaissances collectives sont bel et bien réelles dans nos établissements scolaires, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, au Ghana, en Europe, en Amérique, ça existe. Et les manifestations, c'est quoi? Ça commence toujours par une personne qui fait la crise. Et cette personne, quand elle fait la crise, elle émet des bruits par la respiration, par exemple, un cri. Et c'est ça qui alerte les autres personnes qui sont déjà fragiles, qui vont commencer aussi par tomber une à une. Et une des conduites à tenir, ne jamais les rassembler. Celles qui font des crises, il ne faut jamais les mettre ensemble. Vous les mettez ensemble, ça quadruple, ça multiplie la crise. Donc il faut les séparer. C'est une des prises en charge les plus efficaces. Vous les séparez.
Et quand vous les séparez, ça atténue la crise. Ça fait que ça va abréger la crise. Voilà. Un conseil que je vous donne. L'autre conseil, c'est que l'attroupement, quand les gens font la crise, et l'attroupement exacerbe aussi les crises. Il faut éviter les attroupements. Donc, vous évitez les attroupements, vous évitez le fait de s'acharner pour sa prise en charge. Il faut diminuer au maximum. Vous mettez la personne dans des conditions où elle ne va pas se blesser et vous l'observez de loin. Parce que plus vous vous attroupez autour de la personne, plus ça exacerbe la crise. Voici quelques conseils pour gérer ces crises hystériques. En attendant que les transports sanitaires ou les déplacements, les moyens de déplacement les conduisent dans des centres de prise en charge adaptés. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci.